Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle avec ce soir l'éducation au cœur de la campagne. De son côté, François Hollande propose d'investir dans l'éducation, de créer 60 000 postes supplémentaires. Et de son côté, Nicolas Sarkozy veut changer de modèle, développer l'autonomie des collèges. Il y a bien sûr ailleurs de nombreuses autres pistes de réflexion. Et pour en débattre, eh bien, deux invités. Luc Ferry, bonsoir. Bonsoir. Philosophe, écrivain, vous avez été ministre de l'Éducation entre 2002 et 2004. Et puis, face à vous, Vincent Peillon, bonsoir également. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes philosophe de formation, député européen et vous êtes le monsieur éducation, on peut dire ça comme ça peut-être, de François Hollande. Et puis, pour vous interroger, comme toutes les semaines à mes côtés, Luc Bronner du Monde et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Vincent Peillon, avant de s'intéresser aux solutions, j'ai déjà envie de vous interroger sur un constat. Il y a un taux d'échec scolaire important en France, un gros tiers d'élèves qui rentrent en sixième sans vraiment maîtriser les apprentissages de base. À quoi vous attribuez principalement cet échec ? Je crois qu'il dépend de plusieurs facteurs. Quand on touche à l'éducation nationale, à l'instruction, à l'avenir de la nation, on a des choses qui sont des temporalités courtes. Donc on peut identifier un certain nombre de facteurs. Il y a des facteurs aggravants ces dernières années. Ça peut porter sur les méthodes, ça peut porter sur les taux d'encadrement, ça peut porter sur la formation des professeurs, qui est quand même tout à fait naturelle pour pouvoir enseigner à lire. Et puis il y a des choses qui sont plus longues, des facteurs qui sont plus longs. Et en particulier pour ce qui concerne ces taux d'échec, il y a sans doute, même si on avait des maternelles tout à fait remarquables, il y a sans doute un défaut d'investissement en France sur ce qui concerne le primaire. On a tendance à considérer, parce que la France est très élitiste, parce que l'éducation est souvent pilotée par les points d'arrivée et par les systèmes les plus remarquables au point d'arrivée, à négliger ce qui concerne les bases, les apprentissages fondamentaux, et en particulier les petites classes du primaire. Vous dites qu'il y a une insuffisance dans l'enseignement en primaire. Est-ce que sur ce point, vous partagez ce constat, Luc Ferry, ou alors vous voyez, vous, d'autres raisons à ce taux d'échec scolaire qui est quand même assez considérable ? Sur la question de l'illettrisme, c'est-à-dire la difficulté d'apprendre véritablement à lire et à écrire convenablement. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans sur le sujet. Nous avons fait au Premier ministre un rapport avec l'amiral Béraud en croisant les chiffres du ministère de l'Éducation nationale et puis ceux de la Défense. Vous savez, au JAP, des journées d'appel pour la Défense, on a malheureusement exactement les mêmes chiffres d'échecs qu'à l'entrée en sixième. Et après avoir réfléchi très longtemps, vraiment, je vous donne le résultat. Je ne pense pas que ce soit les méthodes. Cette histoire de méthode globale est une blague. Elle a disparu depuis 40 ans. Ça fait rigoler les instituteurs quand on supprime pour la 12e fois la méthode globale qui n'existe plus. Ce sont des méthodes mixtes. Luc Bronner le sait bien, je pense Vincent Peillon le sait aussi. C'est pas non plus la télévision, les écrans, tout ça. C'est une tarte à la crème. Ça fait plaisir à quelques philosophes de profession, mais ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a deux éléments patrimoniaux dans l'enseignement et dans l'éducation. Il y a deux héritages qui sont vraiment des héritages. C'est la politesse, et c'est la langue maternelle. Aucun d'entre nous autour de cette table n'a inventé le français, ni n'invente les règles de politesse. C'est totalement un héritage, c'est totalement patrimonial. Au fond, la créativité en matière de langue, la plupart du temps, ça s'appelle les fautes d'orthographe. En matière de politesse, c'est rarement réussi. Tous ceux qui ont des enfants savent que réussir à transmettre les règles de politesse, c'est un travail de plusieurs heures par semaine, quotidien. Bon. Et donc, on a deux patrimoines qui sont fondamentalement des patrimoines, c'est la langue et la civilité. Or, depuis 40 ans, depuis 50 ans, on a développé des méthodes super actives. On est parti sur l'idée d'auto-construction des savoirs. On est parti sur l'idée que les élèves les enfants ne maîtriseraient que ce qu'ils fabriquaient eux-mêmes. C'est vraiment l'idéologie de l'auto-construction, l'idéologie pédagogique. Ça a été, je crois, de ce point de vue-là, catastrophique. Je voudrais vous montrer dans le détail comment, par exemple, les exercices à trous, le soir, les gamins de CP, de CE1, ils rentrent avec des tonnes de papier, ils ont rempli des points de suspension
d'invention, des petits exercices à trous, le travail sur les documents plutôt que le cours magistral, les autodictées plutôt que la dictée, les textes d'invention plutôt que la rédaction. Donc, tout ça si on va vous écoute, toute dans le une mauvais approche sens. éducative qui n'est pas la bonne. Vincent Peillon, alors quand on entend tous les deux vos constats, est-ce que 60 000 postes d'enseignants, 60 000 postes dans l'éducation nationale créés, est-ce que c'est la solution pour remédier justement à cet échec scolaire? D'abord, je crois qu'il serait malheureux. Ces postes sont absolument nécessaires et je vais dire très rapidement pourquoi. Mais bien entendu, ça n'est pas assez nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Il faut utiliser ces postes pour faire les réformes de l'éducation nationale, sur lesquelles je crois maintenant beaucoup d'acteurs et de connaisseurs sont d'accord, mais que l'on n'a pas pu faire pendant des tas d'années. J'évoquais tout à l'heure les apprentissages précoces, pour ce qui concerne la langue ou le capital, si j'ai bien compris, dont chacun hérite, c'est tout à fait fondamental et toutes les études le montrent. Il faut faire attention à donner très précocement, surtout aux enfants qui sont en déficit, ces moyens. Alors, ce sont des moyens comportementaux, ce sont des moyens cognitifs, ce sont des apprentissages fondamentaux. Ça suppose des postes. Rien que pour rétablir le taux de scolarisation des moins de 3 ans en maternelle, c'est déjà 5000 postes. On considère normal dans notre pays, j'évoquais, parce que quand on touche à l'école, on touche aux mentalités, on touche aux structures les plus profondes d'un pays. Il est considéré comme tout à fait normal d'avoir une décharge lorsqu'on est professeur, lorsqu'on enseigne à des élèves qui sont des élèves très sélectionnés dans les classes préparatoires, ou même d'ailleurs dès la terminale pour les professeurs de philosophie et d'autres. Lorsque vous devez intervenir auprès d'enfants qui sont en difficulté, leur donner des apprentissages dont on vient de dire les uns et les autres qui sont fondamentaux, et quand ils ne sont pas donnés en en CP, vous retrouvez les mêmes difficultés tout le temps. On considère que ces professeurs-là, dans les zones en difficulté, là où ils doivent s'occuper de quelque chose de fondamental, n'ont pas de décharge et même pas de bonnes conditions. On affecte d'ailleurs souvent les professeurs les moins expérimentés. Vous nous dites, il manque véritablement de professeurs. On n'a pas assez de professeurs en France pour faire face justement à toutes ces difficultés. Vous partagez ce point de vue, Luc Ferry, ou vous êtes plutôt comme Luc Châtel qui dit de toute façon, aujourd'hui, le problème de l'éducation nationale, justement, ce n'est pas un problème de moyens, c'est tout autre chose. Oui, il a raison, mais ce n'est pas une raison pour supprimer les postes. Ah, mais là, il ne s'agit pas de supprimer des postes, il s'agit d'en avoir 60 000 de plus. Là, vous me parliez du précédent ministère. Je vous donne quand même un chiffre avant qu'on zappe vers un autre sujet. 80% des enfants qui n'apprennent pas à lire au cours préparatoire n'apprennent jamais à lire. Tout est là. C'est pourquoi j'avais plaidé pour le dédoublement des cours préparatoires. Qu'on fasse ensemble. C'est Claude Tello qui m'avait donné l'idée. Moi, je prétends pas inventer tout. Il m'avait dit, voilà, sache une chose, 80% des enfants qui n'apprennent pas à lire au CP n'apprennent jamais à lire. Il faut mettre le paquet au CP. Quand j'entends des gens dire, faut mettre un examen en 6e, c'est une absurdité. C'est trop tard. C'est au niveau du CE1. Alors, je veux bien revenir au poste de prof, mais c'est pas important pour moi. Et pour apprendre je ne à les lire aurais à ces pas enfants-là en supprimés. CP, comment on fait? Parce que pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Pour Est-ce qu'il dédoubler, faut plus de moyens ou il faut d'autres Non, méthodes? Pour dédoubler un CP, vous pouvez très bien le faire sous l'égide de la maîtresse. Je dis la maîtresse parce qu'à 95% ce sont des maîtresses aujourd'hui qui sont extrêmement compétentes dans la plupart des cas. On peut très bien dédoubler un cours préparatoire sans créer des postes avec un emploi jeune, peu importe comment on l'appelle. Dédoubler le cours préparatoire, ça signifie quoi très concrètement pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent? C'est tout simple. En moyenne, un cours préparatoire, il y a 22 élèves en France, en moyenne. Vous le dédoublez, ça veut dire que l'instit peut faire le cours à 11 élèves et il peut donc faire la remédiation, réparer les choses au moment même où il s'aperçoit, où il fait le diagnostic d'un échec scolaire qui se profile. Et vous pouvez dédoubler un CP soit avec 2 instits, soit avec un emploi jeune. Un emploi jeune peut très bien, un jeune étudiant peut très bien être chargé de faire la dictée, de faire 1000 choses sous l'égide de la maîtresse. Bon. Maintenant, si j'avais été ministre, j'ai refusé de supprimer des postes de professeurs, je ne les aurais pas supprimés parce que je pense d'abord que ça met le ministre en très grande difficulté et en plus, il faut quand même savoir, ceux qui nous écoutent doivent le savoir, ça rapporte très exactement à l'État 250 millions par an, c'est-à-dire des clopinettes. Et je pense que ce débat est un débat un peu absurde. Il ne faut pas supprimer de postes de prof. Moi, si j'étais ministre, je n'en supprimerais pas. Mais dire on va en remettre 60 000. Cela dit, soyons clairs, François Hollande a dit je remettrai 60 000 postes, mais à moyens constants, par redéploiement. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous trouvez que c'est plutôt une bonne idée quand même. Si ça peut permettre au ministre de ne pas être plombé dans les 15 jours et qu'il peut faire des vraies réformes, oui, dans ce cas, faisons-le. Si ça peut lui donner la paix avec les syndicats, faisons-le. Bon, ça coûte pas grand-chose. Et encore une fois, quand on pense qu'on a, 1700 milliards de dettes aujourd'hui, c'est pas les 250 millions par an qui vont remplir les caisses de l'État. Ça n'a pas de sens. C'est aussi
aussi idéologique cette histoire que les nationalisations en 81. Ça ne m'intéresse pas, ce sujet-là. Et donc, je vous dis, si j'étais encore ministre, je n'aurais pas supprimé, j'aurais refusé, j'aurais démissionné si on m'avait dit de supprimer des postes. Je ne l'aurais pas fait parce que, encore une fois, on est dans un débat idéologique et que c'est pas le sujet. Gilles Voilà. Leclerc poser une question. Gilles Leclerc de Public Sénat. Est-ce que l'objectif politique, c'est de lutter contre l'échec scolaire ou faire en sorte que l'école redevienne plus égalitaire, alors qu'on sait aujourd'hui qu'elle n'a sans doute jamais été aussi inégalitaire? Vous allez peut-être me dire que c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Voilà. Par exemple, la carte scolaire a été assouplie. Alors, on l'a pas supprimée, elle a été assouplie. Est-ce qu'il faut revenir sur cet assouplissement? Pour poursuivre la question de Gilles Leclerc, d'une question, on sait que Nicolas Sarkozy, même s'il n'a pas détaillé son projet, est très favorable à l'autonomie des collèges, à permettre qu'il y ait des collèges différents et même à permettre à un certain nombre de directeurs d'établissements de recruter des profs. Vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Je crois que vous y êtes très opposé de toute façon. Moi, je suis très favorable à l'autonomie parce que c'est ma culture. Ça consiste à se donner soi-même la règle. Que ce soit Rousseau ou Kant, ça a été quand même le grand idéal émancipateur des Lumières qui devrait revenir aussi quand même dans l'école française. Mais tous les débats sont tronqués, comme ce qui vient de vous être dit et que je partage, qui est juste. C'est-à-dire que la carte scolaire, d'une certaine façon, est aussi un faux débat parce que c'est pas là qu'on va pouvoir résoudre nos vrais difficultés. Il y a des vraies difficultés. Et ces vraies difficultés, on ne veut jamais dans ce pays les traiter et on préfère traiter un certain nombre de choses qui apparaissent très symboliques. Qui est contre l'autonomie? Être contre l'autonomie, c'est être pour l'hétéronomie. Ça veut dire on voudrait que les gens soient dirigés par les autres. Bon, quand même assez peu. Donc qu'est-ce que c'est que ce débat dès qu'on en pose vraiment les termes? Par contre, quelles sont les conditions pour rendre un élève autonome? Ce qui est quand même un but. Et faire en sorte qu'une équipe pédagogique puisse effectivement, il existe déjà des projets d'établissement, construire un enseignement qui soit utile aux élèves et qui est évidemment différent dans un collège d'une banlieue difficile et dans un collège du quartier latin. Des moyens d'ailleurs existent déjà. Cette question se pose Vous n'allez vraiment. pas quand même jusqu'à dire que ce qui a été fait par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire donner de l'autonomie avec des défauts, vous en conviendrez, sur l'enseignement supérieur, on ne pourrait pas l'appliquer par exemple sur l'enseignement secondaire ou même l'enseignement primaire? Mais on ne peut pas aller jusque-là. Honnêtement, ça n'a strictement rien à voir. Donc je veux bien aussi, mais la transposition de la loi LRU des universités, responsabilité sur des collèges et des écoles, alors là, vraiment, c'est la confusionnite absolue. Hein. C'est vraiment, on ne parle plus non, mais des dans l'idée, c'est complètement... je veux vous répondre de façon agréable et faire un effort pour être aimable. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est si nous considérons que sur un volume horaire, des programmes nationaux, un statut qu'on ne remet pas en question de fonctionnaires, des tas de choses, il faut donner aux enseignants qui savent le faire, les moyens de travailler un peu plus en équipe, de pouvoir un peu plus construire les parcours pédagogiques. Vient d'être évoqué quelque chose de très important. Ramener les exercices, pas simplement le faire court, les exercices par lesquels on apprend dans l'école et pas à l'extérieur avec les répétiteurs et les cours privés. Tout ça suppose une organisation et donc qu'on fasse confiance un peu aux enseignants. Et donc ça, c'est une forme d'autonomie qui me va bien. Si c'est pour parler comme M. Châtel, qui a commencé dans un supermarché avec des figurants et après pense que les chefs d'établissement sont des petits patrons. On ne parle pas pour moi d'autonomie, ça c'est de l'hétéronomie, mais une autre forme d'hétéronomie. Et donc ça n'est pas intéressant. Donc le débat sur l'autonomie, me semble, et d'ailleurs, franchement, c'est l'esprit français au meilleur sens du terme. Nous sommes pour l'autonomie, mais pas pour transformer les établissements en petites entreprises. Quand Luc Châtel dit, par exemple, passer d'une école pour tous à une école pour chacun, est-ce que dans l'idée, c'est quelque chose à laquelle vous adhérez pas du tout? Je pense juste, mais et je laisse la parole, je pense que, ça encore c'est des débats auxquels personne ne comprend rien, mais je pense que il faut quand même que l'école de la République construise du commun. Et je pense même que pour se libérer et devenir soi-même, il faut se construire à partir du commun. Sinon, c'est la nature sauvage et donc il faut garder l'idée que dans notre école, on doit faire du commun. Sur cette question d'autonomie ou d'adaptation à certains publics, parce qu'on voit qu'effectivement, derrière le mot d'autonomie, il y a beaucoup de choses, effectivement, et qu'on peut l'appeler différemment. Sur ce point, rapidement, quel est votre point de vue? Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Vincent Peillon. À un détail près, c'est que vous ne me ferez pas dire de mal de mon ami Luc Châtel, qui a hérité d'un ministère très difficile et avec quelques grenades dégoupillées. Et vous parlez en connaisseur, on l'entend.
alors. Hein. Mais sincèrement, oui, ce qu'a dit Vincent Payon est tout à fait juste. Si l'autonomie, c'est donner des marges de manœuvre aux établissements, par exemple, moi j'ai une idée depuis longtemps, je trouve qu'on devrait permettre aux professeurs de faire des cours à plusieurs, à moyen constant. C'est formidable quand on fait des cours à 2 ou 3, les questions d'autorité disparaissent ou elles sont traitées très différemment. Et donc je serais pour qu'il y ait des grands amphis dans les lycées en particulier, et qu'on puisse faire des cours à plusieurs. Et ça suppose une vraie autonomie de l'établissement, ça suppose qu'on ait une marge de manœuvre sur les programmes. Ça, je suis totalement pour. Si c'est en revanche pour faire en sorte que le proviseur soit comme un patron et que les professeurs soient comme ses employés, c'est totalement insupportable. C'est une nouvelle humiliation pour les profs. Quand j'étais professeur, jamais je n'aurais accepté l'idée que mon proviseur soit mon employeur. Ça n'a pas de sens. Et il faut, si on veut, peut-être on en parlera tout à l'heure, avancer sur la question de l'évaluation des professeurs, sur la question de la notation, il y a 2 choses à faire. C'est renforcer la note pédagogique au niveau des concours. Parce que une fois que vous avez recruté un prof, il est là pour 40 ans. C'est pas parce que vous allez lui mettre une mauvaise note que vous allez en faire un bon prof. Luc Ça arrive à Ferry, rien. On va y venir justement dans la deuxième partie. Si vous voulez, de juste un point là-dessus, on a un peu mélangé la question de l'autonomie avec la question de la notation. C'est pour ça que ça a plombé le débat. Voilà, c'est un peu dommage. On va y revenir. Mais à ce stade du débat, je vous propose d'élargir encore notre réflexion en écoutant une sociologue. Elle est professeure à Sciences Po. Il s'agit de Marie Durubella et elle s'interroge sur le manque de formation des enseignants au micro de Baptiste Etchegaray. Il n'y a plus de formation du tout. Hein. Alors la formation antérieure dans les UFM, elle était critiquée par les enseignants eux-mêmes, bien entendu. Il ne s'agit pas d'idéaliser le passé. Mais là, il n'y a plus rien. Et ça, c'est encore une exception française. Hein. On fait l'hypothèse que quelqu'un qui est bon en maths, eh bien, c'est un bon professeur de maths. Ce qui est faux, évidemment. Et donc ça, les jeunes enseignants ont des difficultés. Le taux de démission, par exemple, semble en hausse. Et puis surtout, il y a une désaffection terrible des concours. Les jeunes ne veulent plus être enseignants dans ces conditions. Sauter dans le grand bain comme ça après la fac, c'est terrible. Parce que quand vous êtes jeune enseignant et qu'on vous dit du jour au lendemain, vous faites 18 heures de cours, ça peut-être le grand public a du mal à s'imaginer, mais préparer un cours, c'est terrible, surtout la première année. Hein. Et donc là, du jour au lendemain, ils vont se trouver dans un collège qu'ils n'ont pas choisi, parfois très loin de chez eux, avec 18 heures de cours pour un salaire très médiocre. Bon, bah, les jeunes ne sont pas masos, hein, ils viennent plus. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est jeune professeur, on démarre justement dans des collèges ou lycées difficiles, dans des zones très difficiles? Oui, c'est vrai, parce que personne ne veut y aller. Dès qu'on a un peu d'ancienneté, on peut choisir de s'en aller. Donc c'est vrai que dans l'Académie de Créteil, hein, c'est un secret pour personne, il n'y a pratiquement que des jeunes. Ce qui pose d'ailleurs un problème, puisque la réforme prévoyait qu'on donne un tuteur à ces jeunes. C'était ce qui était censé se substituer à la formation. Mais il y a des départements où il n'y a même pas assez de tuteurs. Alors on l'a entendu, de jeunes enseignants déboussolés. Et à ce propos, il est bien question de Luc Bronner du Monde. Vincent Payon, 15% des agents de l'éducation nationale se disent aujourd'hui en situation de burn-out, d'épuisement professionnel, selon une étude récente. Face à ce sentiment de déclassement, de dégradation des conditions de travail, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? D'abord, la première chose pour nous, c'est de redonner confiance aux enseignants en leur faisant comprendre, et c'est pour ça que François Hollande affiche si fermement cette priorité, qui sont au cœur du redressement national que nous souhaitons. L'école, c'est la France. Vous savez, quand vous êtes méprisé, quand l'enseignement de la princesse de Clèves est méprisé, quand on vous explique que le pasteur ou le curé, ça a plus de valeur pour enseigner le sens de la vie, tout ça compte pour des gens qui ne se sont pas engagés seulement pour les conditions matérielles et morales, mais qui comprennent que l'enseignement, l'instruction, l'éducation, ça porte sur l'ensemble de notre nature qui n'est pas que corps, mais qui est aussi esprit et âme. Donc ça compte beaucoup. Première chose. Deuxièmement, quand il donne des moyens, vous vous dites, il faut pas... il a déjà annoncé que c'était une priorité non seulement dans les mots, mais dans les moyens. Donc les actes sont là. Troisièmement, si vous voulez entrer dans le détail des réformes qui justifient aussi les moyens. Luc Ferry vient très justement, c'est une expérience qui avait été faite, hein, la division des CP qu'il avait initiée. Mais une des grandes demandes, c'est précisément, et ça répond aussi à son interrogation pédagogique, plus d'enseignants que de classes. Ce qui se fait, je vous le dis, dans beaucoup de pays où les choses marchent beaucoup mieux que chez nous. C'est une des mesures que François Hollande a déjà annoncées et ces postes serviront à ça. Ensuite, on a parlé de l'enseignement précoce qui est indispensable, c'est quelques milliers de postes. C'est la formation des enseignants. La réforme d'Arcos, unique au monde, qui consiste à supprimer une formation pour les enseignants et donc projeter, là on a 2 générations de jeunes qui arrivent devant les élèves sans aucune formation. C'était purement comptable, c'est 15 000 postes la remettre en place. Plus de formation aujourd'hui sur ce point, cette disparition, parce que c'est bien ça dont il s'agit, cette disparition de la formation des enseignants, comment vous réagissez, Luc Ferry? Vous dites c'est une erreur totale, c'est même une
faute, et d'ailleurs Châtel en est parfaitement convaincu. C'était idiot parce que Darcos a décidé de supprimer les postes de stagiaires. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique, mais en plus c'est one shot, c'est juste la première année après la sortie du concours. Et en plus c'est une économie de 8000 postes qu'on fait juste sur une année. Et ça n'a pas de sens. C'est des clopinettes. C'est même pas, encore une fois, l'épaisseur du trait. Pourquoi on a fait ça, à votre avis, Luc ? Mais là, vous savez, il y a des idéologies à droite comme à gauche. C'est un peu, comme je vous disais, les nationalisations en 81, c'était un vrai symbole. Là, il y a l'idée qu'il faut à tout prix dératiser, il faut à tout prix supprimer les fonctionnaires, il faut faire... Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que si on veut lutter contre les déficits publics et contre la dette, ce qui est parfaitement légitime, c'est tout à fait un objectif, on ne va pas laisser une dette à nos enfants. Bon, c'est un objectif que je trouve tout à fait noble, c'est pas simplement des questions de gestionnaire au petit pied, mais on sait très bien que c'est pas en supprimant 8000 postes de rasette dans l'éducation nationale qu'on va résoudre le problème de la France. Ça n'a pas de sens. Une autre étude récente a montré que les enseignants français sont moins bien payés que les enseignants européens. C'est une enquête de l'OCDE qui date d'il y a quelques mois, avec une décrue du salaire des enseignants sur les 15 dernières années. Vincent Payon, est-ce que vous augmenteriez le salaire des enseignants si François Hollande l'emporte ? Pour l'instant, dans la discussion que nous avons, puisque vous vous souvenez que la grande revalorisation avait été celle de Lionel Jospin pour les professeurs des écoles. Dans les années 90. Dans les années 90. D'abord, je ne critique pas du tout le diagnostic que vous faites, mais cette discussion n'est pas ouverte aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous pensons, ça a été indiqué tout à l'heure, que notre but, l'intérêt général, la lutte contre l'échec scolaire, la mobilisation des enseignants, suppose quelques réformes de structure que nous n'avons pas conduites depuis longtemps. On a évoqué rapidement tout à l'heure peut-être ce qu'on appelle l'école du socle. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour lutter contre l'échec scolaire. On vient de parler de la formation des enseignants. Elle a été supprimée, mais est-ce que celle qui était là avant était suffisante et pertinente ? On a parlé, et il l'a fait Luc Ferry à l'instant, alors que préalablement il avait dit que c'était pas essentiel, la question des pédagogies. Bon, donc nous avons toute cette discussion qui est ouverte, et bien entendu, si nous le pouvons, si les marges de manœuvre le permettent, la revalorisation du métier d'enseignant, là, en termes de traitement, pas en termes d'indemnité en plus, en termes de traitement se posera. Vous ne vous engagez pas à mieux payer les enseignants. Vous savez que Luc Châtel, lui, dit le problème, c'est pas qu'il faut plus de profs, c'est qu'il faut des profs ou des enseignants mieux payés. Et il ajoute, de toute façon, regardez, nous on a porté le salaire. Je vous dis ce qu'il dit. Oui, je sais, mais faites le calcul, c'est très amusant. On a porté le salaire des jeunes enseignants qui démarrent à 2000 € brut, c'est 18% d'augmentation. Ça vous fait beaucoup rire, visiblement. Ah oui, parce que j'ai fait le calcul, parce que j'ai beaucoup pensé à ça. Quand j'étais ministre, j'avais un budgétaire formidable qui s'appelle Jérôme Fournel, qui après a été budgétaire à Matignon, qui est un type qui connaît ça génialement. Et donc on a fait le calcul, parce que c'est des clopinettes, ça rapporte rien. C'est-à-dire vous allez payer les profs en supprimant 15 000 postes, si vous divisez en deux, que vous reversez à la masse de l'éducation nationale, vous allez les payer quelque chose comme 25 € de plus par mois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est epsilon. Donc ça ne marche pas. En revanche, moi ce que je crois il faudrait faire maintenant, et peut-être qu'on aurait dû faire avec la manne qui a été débloquée pour le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est là, à mon avis, qu'il faut vraiment faire une revalorisation. Je ne sais pas si vous savez quel est le traitement d'un jeune maître de conférence qui débute à l'université. C'est très très loin de Richard Descoings. On est autour de 1 800 € par mois pour quelqu'un qui a bac plus 25. Là, je trouve que c'est absolument scandaleux. C'est-à-dire, ce que vous disiez tout à l'heure est vrai, Luc Bronner, sur le décalage entre le traitement des profs français et, par exemple, si vous allez en Suisse, c'est 3 fois plus. Bon, mais c'est encore plus vrai au niveau du supérieur. Au niveau du supérieur, il faut vraiment d'urgence faire une revalorisation parce que on traite vraiment les gens, les professeurs du supérieur, de manière qui est indigne. Luc Bronner du Monde. Autre sujet très sensible dans l'éducation nationale, c'est le statut des enseignants, dont on sait qu'il remonte à des textes de 1950. Vincent Payon sur ce point aussi. Est-ce que François Hollande modifiera le statut des enseignants pour notamment faire évoluer leur temps de travail, le temps devant les élèves, qui est aujourd'hui de 18 heures? Alors, d'abord, je ne voudrais pas, c'est le seul chiffre qui a été prononcé par vous, laisser croire que les enseignants débutants ont été revalorisés de 18%. Ça, c'est la propagande du ministère. C'est ce que dit Luc Châtel. Mais c'est ce que dit Luc Châtel, et les journalistes ont fait eux-mêmes leurs calculs et ont effectivement dit que c'était 6%. D'ailleurs, je ne m'en plains pas, tant mieux, 6%, mais c'est encore insuffisant. Ceci étant, je ne crois pas que ce soit la première question. J'y reviens. Elle n'est pas exclue, mais ça n'est pas la première question. Et je vous le dis aussi pour une raison très profonde, qui est dans le fond aussi une raison pédagogique. Je ne crois pas
que l'on devient enseignant pour gagner de l'argent. Et je ne crois pas qu'il faut laisser penser aux enfants que tous les gens choisissent leur métier uniquement parce que l'argent est la mesure de toute chose, de toute valeur et de toute excellence. On vous a entendu Et je pense que c'est une vraie différence avec la droite. Il faut lutter contre l'échec scolaire, il faut permettre aux enseignants d'être connus, il faut leur permettre de transmettre les savoirs, et cette revalorisation-là est essentielle pour eux. Sur la question posée par Luc Brunet. Sur le statut, je pense que c'est pareil, ce sont les chiffons rouges habituels. Le statut veut dire quoi? Tout le monde le comprend, le statut c'est quelque chose qui vous protège. Dire qu'on peut commencer une discussion, on l'a fait d'ailleurs tout à l'heure, sur les missions des enseignants, la façon d'enseigner, ce que l'on doit tenir, et d'ailleurs différent selon les endroits, dont on doit tenir compte pour calculer le temps de travail des enseignants, cette discussion est évidemment ouverte et tout le monde le reconnaît. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un professeur reste plus longtemps dans le collège ou dans le lycée, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs pour certains déjà, pour aider les élèves les plus en difficulté, que ce soit compté sur son temps de travail? Est-ce que c'est une piste sur laquelle on peut réfléchir, même si ça existe d'ailleurs déjà en partie? C'est une piste sur laquelle tout le monde réfléchit. Le temps de travail des enseignants, quand il est mesuré, est quand même, il faut le dire pour nos auditeurs, de 37, 38, 39 heures. Donc le point de départ qui est de dire c'est 15 heures est totalement absurde. 15 heures devant les élèves. 15 heures, 18, oui, mais enfin je vois bien derrière. Quand on commence par dire ce système ne va pas du tout, il faut que les enseignants travaillent plus, c'est le sous-entendu. Ça veut dire la crise du système, c'est les enseignants qui en portent la responsabilité. C'est ça le discours derrière et que tout le monde entend. C'est une analyse totalement fausse. C'est l'absence de soutien de la nation à l'acte éducatif qui pose problème aujourd'hui. Donc que tout ça doit être pris en compte, bien sûr, que ces discussions aient lieu, certainement, mais si on veut qu'elles puissent aboutir, il faut éviter de les rendre trop simples parfois. Luc Ferry, sur ce point, le travail des enseignants, 18 heures, c'est le bon horaire, combien font-ils en réalité? Il faut savoir une chose, avant de répondre à la question, mais c'est pour vous y répondre, que aujourd'hui, le problème numéro 1 du ministère de l'Éducation nationale en termes de ce qu'on appellerait des RH dans une entreprise, gestion des personnels, c'est qu'on a une crise de vocation pour le second degré qui est immense. C'est-à-dire que pour être clair, que ceux qui nous écoutent comprennent bien, dans tous les domaines où un étudiant qui a bac plus 5, le niveau de l'agrégation, peut faire autre chose que de faire le prof, il fait autre chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en mathématiques, en biologie, en anglais, où on peut trouver des jobs dans le privé, eh bien on préfère aller dans le privé, être payé 2 fois plus cher que professeur, et surtout pas être martyrisé par des potaches à la frontière belge quand on habite dans le Midi. Et donc, on a un vrai problème de recrutement dans le second degré. Donc, il faut arrêter d'humilier les profs. Il faut arrêter de les embêter. Si on veut vraiment que les professeurs aient un horaire plus élevé, ça, c'est possible. On dit, voilà, il y a un nouveau profil de professeur. J'avais dans mon cabinet des gens qui défendaient ça. Claude Tello, par exemple, disait, on va inventer un nouveau métier. Au lieu de faire 18 heures, ils feront 24 heures. Très bien. Mais c'est pas pour faire de l'assistanat ou faire assistante sociale dans le bahut. Ce serait vraiment pour enseigner. Mais dans ce cas-là, il faut voir une chose, on peut supprimer à peu près, si on avait des horaires de ce type, 100 000 postes d'emploi à temps plein, et dans ce cas, on peut payer les professeurs beaucoup plus. Mais ce que disait Vincent Payon est totalement juste, il faut bien y réfléchir. On ne fait pas le professeur pour gagner de l'argent. Il faut bien voir que les professeurs, ce sont des gens qui ne sont pas passionnés par l'argent, qui n'ont pas choisi ce métier-là pour ça et qui vivent dans une société qui ne valorise que la médiatisation et l'argent. Et donc, c'est pas comme ça qu'on les attrapera. C'est pas vrai. Et donc, il faut encore une fois bien réfléchir à cette crise des vocations et cesser de maltraiter les profs. On vous a entendu, Luc Ferry, comme Vincent Payon, et il nous reste quelques petites minutes dans ce débat, et c'est maintenant l'heure des questions d'actualité. Et la règle de ces questions d'actualité, ce sont des questions brèves et des réponses tout aussi brèves. Première question posée par Gilles Leclerc de Public Sénat. Oui, ça fera la transition. Luc Ferry, quand vous regardez sur l'éducation le programme proposé par le candidat François Hollande, est-ce que vous dites chiche ou est-ce que vous dites ça n'est pas réaliste ? Non, si les 60 000 postes, si c'est ça qu'on parle, si c'est parce que si c'est un moyen constant, pourquoi pas, encore une fois, si ça peut sauver le ministre et lui permettre des choses. Le programme de François Hollande sur l'éducation, j'ai pas regardé le détail du programme. Moi, ce que je souhaiterais, et je le dis à Vincent Payon, s'il a une influence sur ce ministère dans les années qui viennent, et pourquoi pas, vraiment, les dédoublements de CP, il faut faire en sorte que les gamins apprennent à lire et à écrire avant de sortir du cours élémentaire. Et 2, il faut refondre la voie professionnelle. Il faut créer une voie d'excellence dans la voie professionnelle. C'est absolument vital aujourd'hui. Il faut plus générale. Mais j'ai pas regardé en détail le programme. Plus générale et au-delà de la question de l'éducation.
Vous soutenez qui dans cette élection? Vous avez dit du bilan de Nicolas Sarkozy, c'est extrêmement mince, c'était pas très sympathique. Vous soutenez qui? Vous êtes plutôt séduit par François Hollande et son programme, plutôt par celui de Nicolas Sarkozy, pour peu qu'on le connaisse, ou celui de François Bayrou? Mais pourquoi voulez-vous que les intellectuels soient forcément ce que Gramsci appelait des intellectuels organiques ou des porte-flingues? On a le droit de s'engager, ça m'est arrivé dans ma vie, on a le droit aussi de regarder ce qui se passe. Et voilà, je note simplement une chose. Oui, pour l'instant, j'en ai pas, parce que je trouve que, comment dire, il y a une chose positive dans l'évolution du Parti socialiste. Ça veut évidemment pas dire que je voterai pour François Hollande, mais que pour la première fois dans l'histoire du Parti socialiste depuis 1905, la création de la SFIO, pour la première fois, la social-démocratie, pour reprendre le mot de Bernstein, ose paraître ce qu'elle est. C'est un vrai tournant, et je pense que la droite serait bien avisée de s'en apercevoir et de comprendre que pour la première fois à la tête du Parti socialiste, on a quelqu'un qui est un vrai social-démocrate. Ça, c'est une vraie évolution. En tout cas, on constate en vous écoutant. Luc Bronner du Monde. Si François Fillon était candidat, je voterais pour lui. Ah, d'accord. Vincent Peillon, Marine Le Pen n'est pas certaine, dit-elle, d'être présente au premier tour, faute des 500 signatures nécessaires. Faut-il, d'après vous, modifier la loi sur les parrainages pour l'élection présidentielle? Ce qui est terrible toujours, c'est qu'on parle de ça à chaud au moment de la crise, et puis on renvoie, tout le monde prend des engagements, ça n'a pas été fait. Écoutez, ce débat est extrêmement glissant, ce serait pas compréhensible. Moi, je pense quand même qu'il serait difficile que ce courant de pensée ne soit pas représenté. Donc on verra le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, ça serait plutôt, ça pourrait aller dans une direction pour permettre à un certain nombre de candidats d'être présents au premier tour. C'est-à-dire qu'une question politique serait réglée juridiquement. Est-ce que ça vous conviendrait? J'ai bien compris ça. Voilà. Je pense que ça soulagerait beaucoup de personnes. D'accord. Et vous aussi? Vous aussi? Oh, si vous saviez. Vincent Peillon, une question à propos de la laïcité. Il y a eu des propos de François Hollande qui inquiètent un petit peu ou qui posent question en Alsace-Moselle à propos du concordat. Est-ce qu'on va maintenir ou pas ce concordat? On sait que dans ces régions, il y a un statut très différent. Effectivement, par exemple, c'est l'État qui paye les pasteurs, les prêtres, les rabbins. Est-ce que les gens qui habitent là-bas ont raison de s'inquiéter ou se poser des questions? En réalité, oui, on a toujours raison de s'inquiéter et de se poser des questions. Ça, c'est un principe de base. Pour répondre très précisément à cette question. Et même en Alsace-Moselle, d'où je viens. Mais la réponse est déjà apportée par François Hollande dans sa version du projet, puisque d'ailleurs ça déçoit d'autres qui disent voilà, il va constitutionnaliser l'exception, etc. Bon, le sujet me semble de plus grande ampleur. Et d'ailleurs, je fais le lien avec Marine Le Pen. Je viens de lire le livre que vient de publier Jean Bobéro. Je le trouve très intéressant sur l'évolution et la mauvaise évolution du débat sur la laïcité, qui est quand même au cœur des principes que nous partageons, je crois. Et je pense que la gauche, en tout cas les progressistes et les républicains de progrès, auraient intérêt à s'intéresser un peu plus dans cette campagne présidentielle à la question de la laïcité et à la poser dans toute son extension. Pour poursuivre sur ce terrain, que pensez-vous de cette proposition de loi qui a été présentée au Sénat et puis d'ailleurs, je crois, adoptée au Sénat, qui prévoit effectivement que les assistantes maternelles, celles qu'on appelle les nounous, doivent faire preuve d'une grande neutralité et en particulier quand elles accueillent des enfants chez elles, ne doivent par exemple pas porter le voile. Oui, c'est une bonne idée. Ça m'a fait penser à des très beaux discours sur la neutralité. Vous savez, Jaurès, dans son grand discours, disait « il n'y a que le néant qui est neutre ». Et Clémenceau disait d'ailleurs, la tolérance, il y a des maisons pour ça. C'est encore une assez fausse conception, généralement, de la laïcité que d'identifier à la neutralité. Vous imaginez, voilà. Comme projet, nous avons d'être neutres. Si on vous proposait de voter cette loi, qu'est-ce que vous répondriez ? Je crois que je ne l'aurais pas voté dans les termes où elle l'a été. J'ai compris le message, j'ai compris l'intention. Je trouve qu'on manie des choses très, très difficiles avec un peu sans grande subtilité, je dirais. Et tant que le vrai débat n'a pas eu lieu sur ce qu'est la laïcité, et finalement ça fait longtemps qu'il n'a pas eu lieu, à travers pourtant, et vous y avez participé, de nombreuses interrogations à différents moments. Moi j'éprouve une très grande frustration, et je souhaiterais d'ailleurs que dans les 2 mois qui viennent, il y ait plus de débats sur la laïcité. Une dernière question posée par Gilles Leclerc avec une réponse très courte. Je vais revenir à Marine Le Pen. Ce matin, il y a un sondage IFOP dans l'Humanité qui indique que Marine Le Pen est quasiment à égalité, enfin juste derrière François Hollande, dans l'électorat des salariés.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est 27% pour Hollande, 24% pour Marine Le Pen. Est-ce que là, il n'y a pas un constat quand même D'un mot, si j'ose dire, avec une question quand même assez large. Non, mais elle occupe ce qu'on appelle à Sciences Po une fonction tribunicienne, c'est tout à fait évident. Mais je ne pense pas que les gens qui se déclarent en sa faveur y croient sérieusement. Je pense vraiment que c'est encore une fois une fonction tribunicienne, c'est une soupape de sécurité, une manière de râler, une manière de protester. Mais je ne crois pas du tout qu'elle soit crédible. Et en plus, je pense que son dernier épisode, le bal avec des néo-nazis en Autriche, c'est vraiment, franchement, pour faire croire aux Français que des néo-nazis autrichiens sont les meilleurs amis de la France, il faut se lever de bonne heure. Eh bien, merci. Et juste Vincent Payon, et d'un mot sur ce point. sur ce sondage. Moi, je partage cette idée de tribunicien, mais bon, ça fait près de 50% aujourd'hui dans les intentions de vote de gens qui sont anti-système, et je pense qu'il faut continuer de l'entendre. Et c'est pour ça d'ailleurs, puisque la récupération par le FN de la laïcité, c'est quand même quelque chose de troublant, hein, comme du travail, du mérite ou d'autres choses. Et donc, je crois qu'il faut mener une bataille idéologique plus forte là-dessus. Eh bien, merci à tous les deux. Ce sera le mot de la fin. Et dans une semaine, rendez-vous pour un nouveau débat de la présidentielle.